Bienvenue à cette conférence de la table sectorielle sur la sécurité, organisée autour du thème « La résolution 2793 transformant la mission multinationale d'appui à la sécurité en force de répression des gangs. Où en est-on et quelles perspectives ?» Cette conférence, organisée dans le cadre de la table sectorielle sur la sécurité, vise trois objectifs particuliers. D'abord, favoriser une meilleure compréhension de cette résolution. Le deuxième objectif spécifique est d'essayer de faire un état des lieux en ce qui a trait à son application par les parties prenantes. Autrement dit, ceux qui ont la responsabilité d'assurer le suivi de la résolution en question. Le dernier objectif, c'est de construire des perspectives pour aider à résoudre la crise sécuritaire en Haïti. Comme vous savez, cette résolution a été adoptée justement pour faire face à la situation sécuritaire qui se dégrade toujours. La conférence de ce matin réunit des acteurs nationaux, à savoir la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, des organisations de droits humains, des experts et des personnalités de la société civile. Ensuite, il y a les acteurs internationaux, tels que la mission multinationale d'appui à la sécurité, transformée aujourd'hui en force de répression des gangs. Ensuite, les Nations Unies, via le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, l'Organisation des États américains, via son représentant, M. Cristobal Dupuy. Il y a aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et enfin, il y a la section réduction, violence, désarmement, cette structure à l'intérieur de la mission onusienne chargée de résoudre le problème de désarmement. Alors, je vais rapidement passer la parole au représentant du secrétaire général de l'OEA en Haïti, M. Cristobal Dupuy. Comme vous savez, cette résolution accorde un rôle important à l'OEA dans l'application ou encore dans la mise en œuvre des objectifs ciblés par cette résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci Gédéon Jean et merci pour cette initiative que je trouve très opportune. Messieurs de la primature, au nom de Premier ministre Didier Fils-Aimé, mon cher ami Carlos Ruiz, représentant secrétaire général de Nations Unies, les distingués représentants du GARD, de la police nationale d'Haïti qui sont présents aujourd'hui parmi nous, des forces armées d'Haïti que je tiens à saluer chaleureusement, de la force de suppression des gangs, colonel Morgan, ça fait toujours un plaisir de vous voir, du gouvernement, de la BINOU, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et généralement tout le système des Nations Unies présente en Haïti. Alors je souhaite exprimer mes remerciements au Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme GARD pour l'organisation de cette session de table sectorielle sur la sécurité et pour son engagement constant à favoriser le dialogue inclusif sur les enjeux et défis sécuritaires qui font face au pays. Je salue également les efforts de l'ensemble des acteurs impliqués dans la table sectorielle sur la sécurité, qu'ils soient gouvernementaux, issus de la société civile ou d'organismes de défense des droits humains. Permettez, mesdames et messieurs, que je félicite avant tout le directeur exécutif du GARD, Maître Gédéon Jean, pour son rôle déterminant dans la mise en place de cette table sectorielle. La résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies
autorisant la transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité vers une force de suppression des gangs, représente un tournant majeur pour la stabilisation d'Haïti. Elle définit un cadre opérationnel renforcé et reconnaît le rôle central des institutions haïtiennes, en particulier de la PNH, dans la conduite des opérations conjointes. Cette résolution confère également à l'Organisation des États américains le mandat de fournir un ensemble d'appuis techniques et logistiques afin de faciliter une meilleure interopérabilité entre la force de suppression des gangs et la police nationale d'Haïti. De son contexte, l'OEA réaffirme son engagement indéfectible à accompagner les autorités haïtiennes dans le cadre de son mandat, notamment par l'intermédiaire du Secure Haïti. Ce programme soutient les efforts nationaux visant à renforcer les capacités humaines, institutionnelles et opérationnelles de la PNH. Elle vise également à appuyer les réformes du secteur de la justice, à combattre efficacement le trafic d'armes et les menaces transnationales, et à promouvoir une approche de sécurité fondée sur une relation de confiance et de proximité avec la population. Au regard des priorités nationales et de l'esprit de coordination qui guide cette table sectorielle, l'OEA souhaite mettre en avant 3 orientations essentielles. Première, renforcer la coordination interinstitutionnelle entre la force de suppression des gangs, de la PNH, de l'armée, des partenaires nationaux et internationaux, afin d'assurer une planification cohérente et d'accroître l'efficacité opérationnelle des forces de sécurité. Dans un deuxième temps, accélérer la mise en place des infrastructures opérationnelles nécessaires au déploiement efficace de la GSF et de la PNH, notamment les bases de sécurité avancées, les centres de planification, les installations de soutien prévues par la résolution 2793. Finalement, consolider les capacités nationales, en particulier celles de la PNH, à travers des formations spécialisées, la modernisation technologique, la gestion des données opérationnelles sensibles et la promotion du lien entre sécurité, état de droit et confiance communautaire. L'Organisation des États américains demeure pleinement engagée à agir en synergie et en complémentarité avec les institutions haïtiennes, le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la gouvernance sécuritaire. Notre action s'inscrit dans un esprit de responsabilité partagée, de respect mutuel et de soutien durable aux priorités d'Haïti. Je souhaite réaffirmer que la résolution 2793 constitue une opportunité déterminante pour renforcer la sécurité collective et créer les conditions d'un retour progressif, nous le souhaitons tous, vers la stabilité. L'OEA continuera d'appuyer les efforts nationaux et internationaux avec professionnalisme, transparence et engagement. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Cristobal Dupont. À présent, nous allons accorder la parole au représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Comme vous savez, la force de répression des gangs a été autorisée par le Conseil de sécurité, encore que cette force soit une force multinationale. Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, vous avez la parole. Merci. Monsieur le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche et droits de l'homme, CRDH, et monsieur le représentant du secrétaire général de la OEA, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des agences, fonds et programmes des Nations Unies, et mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les membres de la table sectorielle, et mesdames et messieurs les représentants de la presse et chers invités. C'est vraiment un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la 12e édition de la conférence de la table sectorielle sur la sécurité.
Je tiens avant tout à saluer les porteurs de cette initiative, combien nécessaire, qui témoigne de la volonté réelle des acteurs haïtiens, en particulier de la société civile à travers les CRDH, de réfléchir collectivement aux mesures indispensables et aux perspectives envisageables pour le rétablissement de la sécurité en Haïti. Je souhaite également saluer les fondateurs de CRDH ainsi que l'ensemble des institutions présentes ici aujourd'hui qui contribuent à faire de cette initiative que la table sectorielle une réalité. Cette rencontre place la résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies au cœur des échanges. Je voudrais souligner son paragraphe 24 qui prévoit l'élaboration des concerts avec les autorités haïtiennes des critères, des indicateurs et des chances destinés à accroître les capacités des forces de sécurité en Haïti. Ce dispositif visera également à renforcer le contrôle des frontières et des ports, en vue de préparer le transfert des tâches et responsabilités au gouvernement haïtien après le départ de la force de répression des gangs. Le BINU se félicite d'annoncer que ces démarches sont déjà en cours avec le gouvernement, dans la perspective d'élaborer ces documents essentiels pour accompagner Haïti vers la reprise pleine et entière de ses prérogatives souveraines en matière de sécurité. Il est évident que les défis sont immenses et que les obstacles en vue du renforcement de la sécurité sont nombreux. Toutefois, la transformation de la MSS constitue un pas important dans la bonne direction et traduit la volonté réelle de la communauté internationale de soutenir Haïti. Elle est le fruit d'efforts inlassables, de longs débats et l'expression authentique d'une solidarité internationale active. À cet égard, je tiens à le réaffirmer, les BINU et moi-même, à titre personnel, poursuivrons inlassablement notre plaidoyer et ne cesseront jamais de solliciter la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à déploiement rapide de cette force, crucial pour répondre à l'urgence sécuritaire en Haïti et offrir aux nombreuses victimes de cette violence implacable l'espoir d'un mieux-être. Si la transformation de la force de répression des gangs représente une avancée indéniable, il est tout aussi essentiel de rappeler que la sécurité est avant tout une responsabilité personnelle, mais aussi et surtout collective. Elle ne sera aboutir sans l'effort concerté de chacune et de chacun d'entre vous ici présents. C'est précisément pour cette raison que les BINU mènent un plaidoyer constant afin d'encourager l'ensemble des parties prenantes ainsi que les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble et à définir conjointement l'approche la plus adaptée pour résoudre la crise à laquelle vous êtes confrontés et prendre en main l'avenir de votre pays. Cette journée s'inscrit donc pleinement dans l'esprit de nos démarches. Seuls les Haïtiennes et les Haïtiens, dans une démarche conjointe, sont véritablement en mesure de mesurer l'impact de ces fléaux, car vous vivez au quotidien les horreurs de cette croisée implacable. Vous êtes également les seuls à même d'en comprendre les sources et surtout de définir ensemble les meilleures voies pour créer un climat politique stable, permettant de répondre durablement à cette crise et de contrer tout le fond de violence et d'oppression qui mène Haïti.
Au nom du secrétaire général et de BINU, je vous remercie chaleureusement de nous avoir conviés à cette rencontre. Nous sommes fiers d'appuyer cette initiative qui constitue une occasion essentielle de réunir les acteurs autour au monde de table et de nous tenir à vos côtés. Nous croyons fermement en un Haïti meilleur, stable et prospère. Et nous sommes convaincus que vos voix, tout comme les conclusions des débats de ces jours, résonneront hautes et fortes au cœur de la vie politique du pays, non seulement pour identifier les obstacles, mais aussi pour prospérer des solutions durables. Merci, et merci, Premier ministre. Merci, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. La résolution 2793 a été adoptée par le Conseil de sécurité. Cependant, il faut souligner qu'au deuxième considérant, il est dit ceci. C'est au gouvernement d'Haïti qu'il incombe au premier chef d'assurer la sécurité, de garantir la stabilité et le respect de l'état du droit et des droits humains, de protéger les civils sur l'ensemble du territoire et surtout de s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité. Tout cela sous-entend que la coopération internationale est là pour aider, pour épauler, mais résoudre les problèmes, les causes structurelles de l'insécurité, les facteurs criminogènes incombent aux acteurs haïtiens. Pour nous qui sommes militants des droits humains, nous savons que les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains incombent à l'État. Monsieur le Premier ministre, je vous donne la parole. Merci. Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'OEA, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées d'Haïti, Monsieur le représentant de la PNH, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, honorables magistrats, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Monsieur le directeur exécutif du CARD, Mesdames, Messieurs. À l'occasion de cette nouvelle édition de la conférence de la table sectorielle mise sur pied et organisée par le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, j'éprouve un sentiment d'allégresse d'être parmi vous. Pour vous porter une parole liée tant par la problématique de la sécurité qu'à l'engagement et aux efforts de mon gouvernement afin d'endiguer définitivement ce fléau qui ronge et gangrène la population haïtienne. Cette initiative du CARD est cotée comme sa participation active dans l'immense chantier de responsabilité collective visant à colmater les brèches de l'insécurité pour procurer au peuple haïtien la paix et la stabilité. Le 30 septembre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2793, décidant ainsi de changer la mission multinationale d'appui à la sécurité, MMAS, en force de répression de gangs, FRG. C'est un tournant décisif dans la lutte pour rétablir la sécurité sur le territoire national. Par cette résolution, la communauté internationale a manifestement signalé sa détermination à accompagner le gouvernement haïtien dans le combat inlassable pour contenir l'insécurité et combattre la criminalité. Cette résolution est un gage de la volonté de la communauté internationale de fournir l'assistance nécessaire à l'État haïtien pour créer des conditions propices à l'organisation d'élections crédibles,
qui permettront de doter le pays de dirigeants constitutionnels jouissant de la légitimité populaire. La résolution 2793 du Conseil de sécurité opère un virage extraordinaire dans la situation du pays. Elle confirme la nécessité et l'urgence de restaurer un climat sécuritaire sur toute l'étendue du territoire, dans le respect des principes et règles relatifs aux droits humains, ainsi que ceux qui sous-entendent la démocratie. À travers cette résolution, la communauté internationale nous encourage, certes, mais il nous appartient d'en faire un levier réel de transformation sociale, politique et même économique. Malgré le soutien de la communauté internationale, sans l'unité et la cohésion nationale, sans une volonté politique réelle de tous les secteurs et de tous les acteurs, nous ne pourrons pas sortir de cette crise qui a trop duré. Nous devons privilégier les intérêts de la nation, au-delà des clivages et des divergences particuliers. Pour ce, j'en appelle à notre sens du devoir, à notre sens de responsabilité, à notre patriotisme. Dans cette perspective, mon gouvernement s'engage à 1. Réorganiser, moderniser et professionnaliser les forces de sécurité dans le respect des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 2. Renforcer la coordination et la coopération triangulaire entre la police, l'armée et la justice. 3. Lutter contre la corruption, l'impunité et des pratiques qui affaiblissent la confiance de la population. 4. Redonner à l'État son autorité légitime sur l'ensemble du territoire à travers une présence institutionnelle renforcée et crédible, en particulier les instances de sécurité. 5. Investir dans la jeunesse, dans l'éducation civique et dans la prévention, tout en s'attaquant aux causes profondes des divers maux dont souffre la société haïtienne. En adoptant ces mesures, mon gouvernement vise à assurer la liberté de circuler à tous les citoyens, créer des emplois en vue de la paix et de la prospérité, renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, donner à tous l'accès à la justice, établir la confiance dans les institutions, appliquer le principe du droit fondamental de vivre sans peur et dans la dignité. J'en profite pour adresser au nom du CPT et du gouvernement et celui du peuple haïtien mes remerciements aux Nations Unies, à nos partenaires régionaux, aux organisations internationales ainsi qu'aux pays amis qui continuent de nous soutenir. Le peuple haïtien retiendra que dans des moments de grande tribulation, vous avez choisi de vous tenir à ses côtés. Aussi, je souligne à votre attention que je travaille d'ores et déjà à la mise sur pied d'une commission chargée d'assurer le suivi et de coordonner le processus d'arrivée de la force de répression des gangs. Mesdames et messieurs, je réaffirme ma détermination à travailler sans relâche, avec patriotisme, pour qu'Haïti puisse retrouver la paix et la dignité. Je vous remercie. Vive la sécurité, vive la paix. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sa qualité de président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, le Premier ministre a brièvement exposé ce qu'il compte faire ou les actions qui vont être posées par son gouvernement en vue du suivi
de la présente résolution. Dans sa première partie, il est surtout question de permettre à ceux qui ont la responsabilité d'appliquer la résolution 2793, autrement dit, de poser des actions concrètes pour endiguer ce phénomène, d'exposer leurs actions. Pour nous, les organisations de droits humains, nous mettons l'accent sur cet aspect essentiel de la résolution. En ce sens que ces détenteurs d'obligations, d'abord l'État haïtien, doivent prendre des dispositions pour d'abord prévenir les violations des droits humains et des libertés fondamentales. Parce que, comme vous savez, c'est une force robuste, avec plus de personnel, militaire et policier, mais avec un mandat justement de mener des opérations anti-gang, n'est-ce pas, de prendre des dispositions d'urgence. Sur ce, nous allons permettre à l'assistance, autrement dit les organisations de droits humains et de la société civile, bien sûr avec l'appui des experts, je salue en passant Pierre-Antoine qui est là avec nous, n'est-ce pas, les acteurs judiciaires, nous allons échanger pendant 30 minutes sur ce que le gouvernement a fait, ce que l'international est en train de faire pour mettre en place la résolution, parce qu'il y a tout un mécanisme à mettre en place, que ce soit le représentant spécial, n'est-ce pas, de la question des gangs, ou encore le bureau d'appui à la FRG, et d'autres mécanismes qui permettraient justement à nous autres, des organisations de droits humains, soit de porter plainte ou de signaler les violations. Alors, rapidement, on va essayer d'être très bref, en formulant des questions claires au chef du CSPN, le Premier ministre, au représentant du secrétaire général des Nations Unies, au Premier ministre, qui est le chef du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, au représentant du secrétaire général des Nations Unies, au représentant de l'Organisation des États américains et d'autres partenaires internationaux qui sont là. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des éléments à éclairer en ce qui a trait aux interventions faites par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, par le président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti ou encore par le représentant de l'Organisation des États américains qui est là avec nous. Merci. Il y a le pasteur Xantus qui souhaite formuler une question ou je ne sais pas, dire quelque chose. Ok, Joël, viens donc. Je salue le Premier ministre et les représentants internationaux. Mais le problème de l'insécurité est notre problème comme Haïtiens. Les gouvernements passés et même aujourd'hui n'ont pas fait assez pour la jeunesse. Pour résoudre le problème, il faut définir le problème. Toute la crise est une crise sociale. L'État n'a pas donné assez de services à la population. Les jeunes sont restés oisifs. Or, l'oisiveté et la pauvreté sont les mères de tous les vices. On n'a pas fait assez au niveau de l'éducation. Je l'ai toujours dit que l'État ne fait que plomber nos enfants dans l'animalité. Il n'y a pas un plan de scolarisation universel pour tous les enfants du pays. Quand les enfants ne sont pas éduqués, ils deviendront bêtes. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est bien. Mais si en même temps, parallèlement, nous ne voyons pas la justice sociale, on n'aura pas de résultat. Aucun gouvernement
et jusqu'à présent, ne se penche pas sur l'accès gratuit à l'éducation. On peut dire qu'on n'a pas assez d'argent, mais nous avons de l'argent pour mettre tous les enfants à l'école. Et ce cadre qui vient de nous l'apprendre quelques mois de cela, il y a près de 102 institutions de l'État en déplacement. Et ces 2 institutions de l'État sont en location, parce qu'on a de toute façon relocalisé ces institutions-là. Ce n'est pas gratuitement qu'on a relocalisé ces institutions, c'est de l'argent en US. Alors la loi de Lavoisier dit, rien ne se perd, rien ne se crée. L'argent que vous n'avez pas voulu dépenser pour ces enfants-là, vous êtes en train de les dépenser maintenant dans des locations pour relocaliser les institutions. Alors, il est temps de penser à l'éducation des enfants pour que chaque enfant puisse être utile à lui-même, à sa famille, à sa communauté, au pays et au monde entier. Il n'y a aucun pays qui puisse prétendre être développé sans investir dans l'humain, dans l'éducation. L'éducation est trop négligée et surtout l'éducation professionnelle. Premier ministre, je vous donne un souci. Je vous donne un souci. Merci. 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 Bien. Et merci, pasteur Xantus. J'aimerais ajouter, vous avez dit que c'est un problème social. Moi, j'aurais ajouté que c'est un problème socio-économique. Non seulement l'État n'accompagne pas les jeunes, mais il ne donne pas aussi des opportunités. Et c'est à travers ce que nous allons faire dans les mois à venir. Rétablir la sécurité, c'est la première des démarches. Sans sécurité, nous ne pouvons pas avoir de scolarité, nous ne pouvons pas avoir des enfants en classe qui sont en paix. Et vous avez parlé d'écoles déplacées, et avec les efforts de l'armée d'Haïti, la PNH et la GSF maintenant, nous avons pu récupérer certaines écoles dans le centre-ville qui ont été réaménagées. Les enfants sont retournés en classe dans les locaux de ces écoles. Sécurité d'abord, et je suis d'accord, il faut aussi un plan de réinsertion. Puisque nous savons tous ces jeunes, qu'est-ce que nous allons faire? Pas comme gouvernement, non, comme société, avec ces jeunes que collectivement, et je répète, collectivement, nous avions abandonné. Il faut que nous acceptons que le problème est un problème collectif, qui ne peut être résolu que par Maire Bill Chaipalo. Merci. Merci. Je suis Maxime Saint-Ima, membre de la coordination de l'ISC. Alors ma question s'adresse au représentant de BINI, ou bien le représentant du secrétaire général. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec le processus de mise en œuvre de l'effectivité de la force FRG. Donc, est-ce que l'accord de siège est déjà signé? Est-ce que les bureaux d'appui est déjà mis en place? Et est-ce qu'il y a des promesses des pays volontaires et en ce qui a trait à des forces militaires et des polices? Donc, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec les processus. Merci. Il y a une feuille de route, précisément pour le déploiement de la mission d'appui des Nations Unies, qui va finir, ou qui va se compléter vers avril. La force, la GSF, la force de suppression des gangs, et on peut dire légalement, est ici parce que la transformation de l'MSS à la GSF, ça fait après de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais
il va faire une feuille de route, comme je dis, et la force va arriver graduellement. Et aujourd'hui, jusqu'à, on peut dire, l'été. Les pays qui sont en charge de la génération de force, c'est un groupe de pays qui sont les pays qui maintenant participent dans la MSS et dans la GSF. Les États-Unis, le Canada, je pense que Jamaïque, Bahamas et d'autres pays. Et ils sont... les pays sont en train de parler avec des pays qui peuvent contribuer avec les forces. Il y a beaucoup de pays qui ont manifesté leur volonté de participer dans la force. On peut dire qu'on espère que les forces graduellement vont venir, mais les forces complètes vont être, on peut calculer dans l'été 2026. Mais c'est graduellement. On espère vers 1500 éléments dans avril, plus ou moins. Merci. D'ici le 1er avril, la première composante de la force devrait être sur le terrain, la composante additionnelle, puisque nous avons déjà la GSF qui est ici sur le terrain. À la mi du mois de décembre, il y a une rencontre des pays qui vont contribuer, des pays qui veulent, qui se proposent pour contribuer à la force. Et cette rencontre va se faire aux Nations Unies à New York avant le 10 du mois de décembre. Et le bureau, pour le bureau de la force et d'appui, il y a eu 2 rencontres déjà et les représentants sont ici et on est en train d'avancer et on avance à grands pas. À ce qui a trait à des forces additionnelles, on attend on espère que le 1er avril, on aura des forces, et non seulement des forces sur le terrain, mais avec tous les équipements, avec toutes leurs capacités d'action. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire. Merci. On va permettre aux représentants du secrétaire général des Nations Unies en Haïti de nous laisser, ainsi que le Premier ministre. Donc nous allons continuer puisqu'il y a son assistant qui est là. Il y a aussi son assistant qui est là, M. Sancho, en tant que président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. Donc il y a l'inspection générale de la police nationale d'Haïti qui est le point focal au niveau de la table sectorielle sur la sécurité. Donc on va continuer ces échanges avec ces institutions. Pierre, nous vous en remercions. Merci. Et ainsi que le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Si vous permettez, pour nous rattraper un peu, merci, pour nous rattraper un peu, pour rester dans l'agenda, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour être là, pour être présent avec nous, nous allons permettre maintenant aux autres intervenants de faire leur présentation. En ce temps, je vais passer la parole au représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti. C'est Sébastien qui va intervenir au nom de M. Arnaud Royer. Merci beaucoup, Maître Gideon, Monsieur le représentant de l'OIS, Monsieur le représentant du SARG, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, chers amis, Mesdames et Messieurs. Alors, dans le cadre de la résolution 2793 de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité, demandant la transition de la MMAS
une force de répression des gangs, il est à noter que la dite résolution a fait quelques indications très claires sur ce qui concerne le respect des droits humains au cours des opérations de cette force. Je voudrais m'en référer notamment à 3 articles de cette résolution. Premièrement, il s'agit de l'article 1 de la résolution qui a énuméré le mandat, un certain nombre de tâches, mais avant l'énumération, le Conseil de sécurité, à travers cet article, a formulé que les opérations de la force de répression des gangs devront être conduites dans le strict respect des droits humains. Ça, c'était le chapeau. Donc, avant même d'énumérer les tâches, le chapeau a dit que tout devrait se faire dans le strict respect des droits humains. Donc, c'est pour dire que le Conseil de sécurité a planté le décor là, a indiqué le cadre dans lequel les dites opérations devront se dérouler. Le deuxième article auquel je voudrais me référer, c'est l'article 18 de la dite résolution qui demande à la force de répression des gangs de mettre en place un cadre de conformité robuste, un cadre de conformité aux droits de l'homme robuste, pour s'assurer que les droits de l'homme sont intégrés depuis la planification des opérations jusqu'à leur évaluation et puis à travers leur conduite. Et demande à la GSF de s'inspirer du mécanisme de conformité de la MSS. Le dit mécanisme a été élaboré et mis en place avec le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme et consiste essentiellement à s'assurer que déjà au niveau de la doctrine de la force, les développements de doctrine, les questions de directives, de SOPs, tout soit conforme au droit international des droits de l'homme. Donc, le Haut Commissariat va s'employer à veiller à ce que le développement donc, de cette doctrine de la force reste également conforme et contienne un langage vraiment compatible aux questions des droits humains. Le deuxième élément, c'est les questions de formation. Le mécanisme prévoit que, avant même le déploiement, le personnel à déployer sur place reçoit une formation de pré-déploiement qui le prépare à opérer dans un environnement complexe, mais dans le strict respect des droits humains. Donc, la formation de pré-déploiement est très bien indiquée dans le mécanisme. Et une fois sur place, une nouvelle formation, appelée formation après déploiement, une mission training, pour s'assurer qu'une fois sur le terrain, une nouvelle formation contextualisée, donc au contexte haïtien, relatif aux droits de l'homme, soit élaborée et conduite à l'intention des personnels. Un autre élément important du mécanisme que je voudrais souligner, c'est les questions de redevabilité, à comptabilité. Ce mécanisme prévoit que lorsque toutes les mesures de prévention, la doctrine, la formation, pré-déploiement et autres n'ont pas fonctionné et qu'il y ait des violations, que les violations soient suivies d'effets, c'est-à-dire enquête, identification des auteurs et mesures de sanctions appropriées. Donc voilà, entre autres, il y a d'autres éléments, puisque le temps est court, je vais justement l'arrêter là, pour dire qu'il y a la question de doctrine qui sera regardée pour s'assurer que la doctrine est conforme au droit international des droits de l'homme. Il y a la question de formation avant le déploiement et pré-déploiement, et il y a la question de redevabilité. En dehors de ça, le même article 18 demande que la mission puisse établir un mécanisme
rapportage, un mécanisme qui permet aux membres de la communauté locale de signaler toute mauvaise conduite dont se seraient rendus coupables les membres de cette force. Donc ce mécanisme qui a été déjà mis en place avec la MMAS sera adapté à la nouvelle force et mis en place. Le troisième et dernier élément auquel je voulais faire allusion et qui est important, c'est l'article 5 de cette résolution qui dit que pour sauver des vies et dans les circonstances d'urgence, la force de répression de gangs peut être amenée à arrêter et à détenir des personnes. Donc il y a la question de mesures temporaires d'urgence. Donc à arrêter et à détenir des personnes dans un court moment, le temps de les transférer aux autorités nationales pour que la procédure normale soit suivie. Donc il y a cette force, ce pouvoir également qui est attribué à la GSF et qui pourrait amener à des violations des droits humains. Et donc, je l'évoque parce que ça va être l'un des éléments que le Haut Commissariat des droits de l'homme va effectivement regarder et travailler avec la GSF pour qu'il n'y ait pas d'abus ou de violation. Parce que les questions de délai de cette rétention, j'appelle ça rétention, et les conditions de cette rétention, tout ça mérite d'être bien articulé pour que ce soit conforme à la législation nationale. Voilà un peu les grands aspects de la résolution qui intéresse le Commissariat des droits humains. C'est entre autres, donc je voudrais juste m'arrêter sur ces points. Merci Sébastien pour ces précisions. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, c'est ce gardien, c'est cette institution qui s'assure que les opérations respectent les normes de droits humains. Et alors, il y a une autre institution qui nous intéresse, c'est le DDR-CVR. Comme vous savez, le problème sécuritaire n'est pas lié uniquement aux aspects opérationnels, c'est-à-dire que cette force-là, dans l'hypothèse que ce sera opérationnel, bien évidemment, parce qu'on va aborder tout simplement avant. Après, tu m'excuses, mais comment aborder les autres aspects de l'insécurité? Par exemple, les enfants soldats, entre guillemets, il y a un débat quand même, les enfants qui sont exploités, les femmes d'autres couches vulnérables. Donc on va regarder comment la section désarmement, réinsertion, réintégration, réduction de la violence communautaire au niveau des Nations Unies, comment ce problème est abordé. Parce que pour nous, militants de droits humains, nous allons monitorer, bien sûr, faire des rapports, nous allons dénoncer. Mais je pense que pour mieux dénoncer, pour mieux documenter les éventuelles violations de droits humains, il faut que nous ayons une idée claire de ce que dit la résolution. Il faut que nous maîtrisions parfaitement le rôle de chaque instance dans l'application de cette résolution. Comme vous savez, par le passé, on a eu des missions. De missives à date, c'est plus de 10 missions déployées en Haïti, que ce soit des missions multinationales ou encore des missions onusiennes. Mais la situation ne s'améliore pas. Donc nous qui sommes gardiens, qui plaidons pour le respect des droits humains, c'est d'abord un premier travail à faire de mieux comprendre la résolution. Et pour y arriver, il faut discuter avec chaque acteur concerné, comme ça, en se basant sur l'analyse des rôles à partir d'une approche complémentaire, on aura une idée claire comment agir pour résoudre le problème. N'oubliez pas ceci, comme le dit la résolution, d'abord c'est au gouvernement, donc à l'État ici, de prendre les dispositions pour résoudre le problème. Donc sur ce, je passe la parole rapidement à M. Hernando Cáceres de la DDR-CVR. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je m'excuse, j'ai un petit accent, donc si j'ai fait des fautes de grammaire, vous allez m'excuser. Monsieur le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme CARDH, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'OEA,
Madame, Messieurs les représentants des institutions nationales, Messieurs les directeurs du PGG du BINU, Madame, Messieurs les représentants du corps diplomatique et de la force de répression des gangs, Madame, Messieurs les représentants des agences, fonds et programmes des Nations Unies, Madame, Messieurs les représentants des organisations de la société civile et des droits de l'homme, Madame, Messieurs les membres de la table sectorielle, Madame, Messieurs les représentantes de la presse, Madame, Messieurs, chers invités. Je vous remercie et je me joins aux mots de félicitations pour la conduction de ce type de dialogue. Et je vous remercie de votre participation. Je m'exprime aujourd'hui au nom du secrétariat de la Task Force interinstitutionnelle et interministérielle DDR-RVC. Les opérations de sécurité autorisées par le Conseil de sécurité, menées par des efforts entre les forces de sécurité nationales avec l'appui de la force de répression des gangs, permettront de reprendre des sondes pour installer progressivement l'autorité de l'État et de rétablir sa présence. Les opérations auront aussi un effet immédiat. Cela veut dire la sortie de nombreux enfants et adolescents des gangs, des enfants exposés à la violence, parfois armés et privés de tout type de protection, en tout cas des victimes. Cette réalité exige une réflexion claire. Si plusieurs dizaines des enfants sont livrés quelques jours après une opération de sécurité, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les réponses institutionnelles disponibles pour leur prise en charge, pour leur protection, leur orientation, leur soutien matériel, leur aide psychologique et psychosociale, la reconstruction de leur projet de vie, leur intégration dans une manière durable et pérenne. Face à cette question, ces dimensions relèvent des institutions civiles et nécessitent des coordinations, des préparations et des cohérences nationales pour éviter que les conquis faits par les forces de sécurité ne deviennent que des conquis temporaires. Mais une véritable transformation vers la consolidation réelle et durable de la présence de l'État et de la sécurité. Dans ce contexte, le plan national de DDR-RVC joue un rôle structurant. Il sera important d'aligner les plans sur les priorités gouvernementales et consulter les institutions concernées sur son opérationnalisation. Ce plan national, initialement demandé par la CNDDR à travers la primature, doit permettre au pays de disposer d'un cadre opérationnel pour un désarmement, la réduction de la violence communautaire, la prévention des recrutements et la réintégration durable au long terme. Dans son rôle, au cours de l'année écoulée, la Task Force a mené un ensemble d'activités qui montrent clairement que la sécurité, comme vous l'avez dit, est aussi une affaire de cohésion sociale, de gouvernance et de participation. La Task Force a mené 11 forums départementaux sur la réduction de la violence communautaire qui ont été organisés réunissant les autorités locales, les organisations sociales, les leaders des communautaires, femmes et hommes, les institutions publiques et beaucoup parmi vous qui sont ici aujourd'hui avec nous. Il y a aussi un forum sectoriel national qui a mobilisé les acteurs socioprofessionnels, notamment les secteurs privés des affaires. Il y a aussi des échanges méthodologiques qui ont également lié avec les acteurs religieux dans le cadre du forum, les rôles des acteurs religieux dans la dynamique sécuritaire, dans le processus de DDR en Haïti. Et les dialogues qu'on a fait, on a fait des ponts entre les différents secteurs pour qu'ils puissent dialoguer entre eux. On a aussi des espaces qui ont inclus des contributions de la jeunesse, des enfants, des filles, des milieux académiques qui ont apporté une lecture unique et utile des dynamiques sociales et territoriales. Toutes ces consultations ont permis de documenter les perceptions, d'identifier les attentes et de nourrir la réflexion sur la défection des enfants et leur réinsertion,
ainsi que sur la prévention des recrutements forcés et la réduction de la violence communautaire. Elle constitue aujourd'hui une base utile pour les travaux en cours sur le plan d'action national en DDR, ainsi que pour la occupation institutionnelle des espaces qui seront récupérés par les forces de sécurité. Dans cette perspective, la commission présidentielle en charge des centres de réinsertion et de réhabilitation contribue également aux réflexions sur les mécanismes de prise en charge durable, notamment pour les enfants et les jeunes. Les activités de la Task Force s'inscrivent dans 3 axes qui orientent notre action collective. La première, c'est la réduction de la violence communautaire, incluant la défection des enfants, la nécessité des mécanismes de protection et de réintégration adaptés afin d'éviter les erreurs du passé où les processus incomplets ont contribué à de nouvelles formes de violence. La deuxième, c'est l'importance de remettre en place une structure nationale de décision équivalent à la Commission nationale des DDR ou de doter d'un mandat similaire, car sans une contrepartie nationale forte avec un mandat en DDR, tout soutien technique du BINU et des partenaires restera toujours limité. Le troisième concerne l'engagement de tous les acteurs impliqués dans la réduction de la violence communautaire, y compris ceux qui ouvrent dans les domaines de la justice, du social, des communautés religieuses, du secteur privé, de la jeunesse, afin d'avancer vers une loi d'harmonisation sur les armes, les munitions, conformément aux exigences du droit pénal et capable de freiner les flux illégaux. L'objectif commun, c'est que chaque avance sécuritaire soit accompagné d'un retour rapide des institutions publiques, des services sociaux, des dispositifs de désengagement, d'un appui communautaire, d'une présence civile capable de consolider les effets des opérations. La Task Force continuera à soutenir les autorités dans ces démarches en apportant son appui à la finalisation du plan national de DDR et en consolidant les consultations nationales et soutenant la préparation des mécanismes assurant les réponses adaptées et cohérentes dans le contexte des opérations de sécurité. Permettez-moi, avant de conclure, de rappeler que pour rassurer un progrès simultané entre les activités de sécurité physique menées par les forces de sécurité de l'État et la force de répression des gangs, et rétablir effectivement la présence de l'État dans les zones libérées, il est nécessaire de remettre en place une haute autorité nationale ou alors une architecture nationale institutionnelle chargée du pilotage de DDR-RVC équivalente à la Commission nationale des DDR. Une telle structure est indispensable pour travailler de manière coordonnée avec les institutions haïtiennes, les systèmes des Nations Unies et les partenaires internationaux, afin de devenir parmi autres des routes d'attention ou d'un schéma institutionnel pour prise en charge, pour que les enfants qui sortent des gangs puissent être reconduits dans son réintégration communautaire durable, afin qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement approprié et reconstruire leur projet de vie durable. Une coordination nationale forte est essentielle pour éviter de répéter les erreurs du passé et pour assurer que chaque enfant libéré trouve un chemin sur la protection, la réintégration et la construction de paix que vous tous méritez. Merci beaucoup. Merci, M. Hernandez, pour ces précisions. Au nom de la Task Force, c'est une structure interministérielle donc, qui est constituée, bien sûr, des ministères, bien sûr, chargés de la question de désarmement, réinsertion, etc. Alors, maintenant, nous allons accorder la parole à la force de répression des gangs. Comme vous savez, cette nouvelle force qui remplace la MMAS, la Mission multinationale d'appui à la sécurité,
va mener des opérations anti-gang, et ce de manière indépendante. C'est ce que dit la résolution. D'abord, de manière indépendante. Si c'est nécessaire, la force pourra le faire de concert avec la police, des opérations anti-gang. Le deuxième aspect de son mandat, c'est d'accompagner nos forces de sécurité, à savoir la police nationale d'Haïti et les forces armées. Cette force pourra même prendre des mesures d'urgence. Bon, moi, je vais revenir avec mes questions en tant que juriste, mais pour le moment, nous allons permettre aux représentants de la force de répression des gangs d'intervenir. Ce sera en anglais, il y a un petit problème pour la traduction, mais je sais que beaucoup d'entre vous parlent anglais, mais après, on pourra toujours partager avec vous l'essentiel de son intervention en français, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a aussi notre ami Sébastien qui est là. S'il y a des questions directes, on pourra les formuler en français. Et puis, comme ça, tu feras la traduction pour nous. Merci. Donc, monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci beaucoup, Directeur Exécutif. Your Excellency, Bertrand Oliveira, Ambassador of France, representative of the head of BINU, representative of the head of the OHCHR, representative of the head of the Armed Forces, representative of the head of the HNP, members of the civil society, messieurs, dames, bonjour. It gives me great pleasure to be able to participate in this conference of the sectoral table on security. I am Colonel Morgan, the Deputy Force Commander, and I am representing the Force Commander who is unable to attend today. He sends his regards. There is grave concern over the deterioration of the security situation and the humanitarian crisis here in Haiti, to include gang violence, criminal activities, mass displacement of civilians, human rights abuses and violations, recruitment and use of children, as well as sexual violence. While the leadership of the country and the government of Haiti has a primary responsibility for the provision of security, ensuring stability and respect for the rule of law and human rights, and for the protection of civilians across Haiti, as well as addressing the root causes of instability, including efforts to address entrenched corruption and to undertake fundamental reforms of Haiti's governance and to address the flow of illegal arms into this country. The situation is at a critical stage where it is not just for the leadership and the government to play their part, but for everyone in civil society to cooperate and play their part. The international community has answered the call for assistance in tackling this crisis. It started with the Multinational Security Support Mission, the MSSM. This effort being led by Kenya, supported by the Bahamas, Belize, El Salvador, Guatemala, Jamaica, the US, and Canada, and our various organizations represented here today. We have to commend all those who have served in the MSS mission thus far with honor, and also pay tribute to those who gave their lives in the pursuit of the mandate of the mission. But the roadmap for stability and peace in Haiti has been a long and difficult one. And unfortunately, a lack of cooperation and a few bad actors who are putting their needs before that of the greater good of the country, along with the significant logistic and resource challenges faced by the mission, has seen the efforts of the MSS becoming more and more challenging in helping the government of Haiti. Consequently, the situation in Haiti continues to
constitute a threat to international peace and security and to stability in the region. But not to be deterred by this, the international community continues to fight for the people of Haiti, for the peace it deserves. And therefore, acting on the Chapter 7 of the United Nations Charter, the efforts to tackle this crisis in Haiti was renewed, authorizing member states to transition the MSS to the gang suppression force, naturally in close cooperation and coordination with the government of Haiti. The government of Haiti has our full and unlimited support. While the MSS was limited in how it could operate, the mandate for this new GSF allows it to operate in a fundamentally new way. Most notably, conduct either independently or as appropriate, together in cooperation with the HNP and Haitian Armed Forces, intelligence-led targeted counter-gang operations to neutralize, isolate, and deter gangs that continue to threaten the civilian population, abuse human rights, and undermine Haitian institutions. Second, provide security for critical infrastructure and locations that are very important for the stability of Haiti, together in coordination with the Haitian National Police and the Haitian Armed Forces. Third, working closely with the Haitian Armed Forces as they continue to build their security capacity. Fourth, and most importantly, we continue to support the HNP, the Haitian Armed Forces, and the national institutions to ensure security conditions are conducive to holding a free and fair election. The GSF is now in transition as we lay the groundwork for complete transition by early next year. There were some lessons learned, and these have been considered in our new approach in trying to tackle this problem. But a critical part of this approach also requires Haiti to play its part. It requires all of you to play your part. It requires the leadership of Haiti. It requires the government of Haiti. It requires all members of the civil society. It requires all members of society to put their selfish needs aside and put the needs of the country and that of the nation first. Some key changes we think are required to ensure effective support for fulfilling our new mandate are, first, we need the numbers and the capacity. We need for consolidation, and therefore no effort should be spared in ensuring security capacity in Haiti is increased significantly. Secondly, unified cooperation by all security groups and strategic planning and decision making in the best interest of the nation needs to be improved. Force multiplier methods are to be considered as well, and the security challenges facing Haiti are a combination of various factors which requires hard and soft approach. Ladies and gentlemen, finally, we need to ensure effective policing, and this is policing not only for the people in society, but policing across all sectors. We maintain our support to the PNH, and it was our intent to continue to facilitate community engagement, not only from some, but with all. Support and confidence from the population and key stakeholders is very important, and the GSF continues to enforce and improve our compliance and reporting mechanism while we embrace human rights in this new undertaking. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci, Monsieur le Commandant adjoint de la force de répression des gangs. Comme je l'ai souligné, cette nouvelle force a pour mission de renforcer les capacités de nos forces de sécurité, à savoir la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Le point focal de la table sectorielle sur la sécurité, en ce qui a trait à la police, c'est l'inspection générale de la police nationale d'Haïti.
Nous avons l'honneur d'accueillir le représentant de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti qui va nous exposer les démarches entreprises, les actions posées pour renforcer la police nationale d'Haïti. Comme souligné dans la présente résolution, c'est au gouvernement de prendre les dispositions pour s'attaquer aux causes fondamentales, aux causes structurelles de l'insécurité. Jusqu'à présent, Haïti a une seule force opérationnelle, c'est la police nationale d'Haïti. Donc, il est important de comprendre ou d'exposer les efforts de la police nationale d'Haïti, les efforts du gouvernement pour renforcer la police nationale d'Haïti. Monsieur le représentant de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, vous avez la parole. Merci et merci Jean-Paul. C'est juste parce qu'on a changé le format de la conférence. D'accord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis maître Ernst Théodore, cadre de l'institution policière depuis 1996, engagé notamment aux côtés de l'inspecteur général en chef d'alors. Je suis aujourd'hui représentant de l'actuel inspecteur général en chef, M. Frédéric Lecomte, en liminaire de ces échanges, souffrez que je donne lecture aux propos qu'il m'a confié de partager avec vous au cours de cet échange, au cours de cette table ronde. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que j'ai choisi de répondre à votre invitation pour débattre en tant qu'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti de la résolution 2793 de l'Organisation des Nations Unies autorisant le déploiement de la force de répression des gangs en Haïti en remplacement de la mission multinationale de soutien à la sécurité dont les efforts aux côtés de la police nationale que je représente aujourd'hui n'ont pas permis d'endiguer le phénomène des gangs terroristes. La transformation en GSF de la mission multinationale a donc déjà lieu selon la dite résolution. Le déploiement prendra environ 5 mois pour être effectif. Cela implique la nécessité pour la police nationale de continuer à combattre les gangs terroristes afin de maintenir un climat qui puisse au moins stabiliser les fonds et au plus de réduire l'étendue du phénomène jusqu'à ce qu'une puissance de feu plus adéquate puisse appuyer beaucoup plus la PNH à éliminer totalement la menace. Cependant, dans le cadre de cette résolution, les clauses d'engagement accordent un certain nombre de libertés aux groupes de suppression des gangs qui ne laissent pas indifférents les acteurs locaux quant à leur étendue. En effet, il est dit que la FRG est autorisée à l'article 1 de la résolution à mener de manière indépendante ou s'il y a lieu de concert et en coopération avec la police et les forces armées. Est-ce que cela traduit l'idée
que sur le plan national, en termes opérationnels, la FRG n'est pas redevable ni comptable de l'État haïtien si des entorses aux droits humains se multiplient. Pourtant, les risques des dommages collatéraux seront donc très élevés si cette force doit agir de manière indépendante. Cette préoccupation, qui n'occulte pas le besoin urgent de la force à venir, commande que les règles d'engagement doivent être bien définies avec l'État haïtien pour que les lois de la République continuent d'être appliquées dans la stricte conformité et sans ambiguïté, telle que le prévoit la résolution 2793 dans les points soulevés dans la seconde partie du document. Il importe donc de spécifier les cas où la force peut agir seule, car en aucun point du document n'est soulevé la question d'immunité. Il est aussi question de rapatrier un membre de la force qui aurait mal agi, sans le juger, même dans la juridiction du rapatriement. Je voulais donc, mesdames et messieurs, noter que les points, avant d'aborder le cas des violations rapportées par un mécanisme du BINI à l'inspection générale, qui n'ont pas été traités tels que cela apparaît dans le rapport au numéro 45. En effet, s'il est vrai qu'une centaine de cas soumis à l'IGPNH n'ont pas eu de suite, c'est lié au moins à 3 causes. La première concerne les conditions physiques des lieux de travail. La seconde se rapporte à la baisse drastique du personnel que l'inspection générale essaie de compenser par une surcharge de travail de ceux qui sont présents sans minimiser la difficulté d'accès des fonctionnaires selon leur lieu d'habitation. Le temps de traitement se trouve donc dans ces 3 cas considérablement affectés. Je dois donc sans doute vérifier si, entre-temps, il n'y a pas eu d'avancée sur les dossiers soumis. En revanche, le rapport note plus loin qu'entre juin et septembre, sur 70 cas suivis par le HCDC et le BINU, concernant les patrouilles conjointes, il n'y a pas eu de crime, révèle que l'IGPNH a beaucoup travaillé sur les comportements à tenir avec l'arrivée du MMAS. Par exemple, l'inspection générale a entrepris ces derniers temps des visites auprès des unités spécialisées engagées pour s'enquérir des problèmes sur les théâtres d'opération. Mais elle en avait mené d'autres pour sensibiliser sur les devoirs de déontologie et d'éthique avant cette arrivée. Aujourd'hui, nous agissons également sur la conformité des uniformes pour empêcher que les gangs profitent des libertés du port d'uniformes non réglementaires pour confondre la population, paniquer et enlever des citoyens. Ici n'est pas le lieu de faire un inventaire total de tout ce que fait l'inspection générale pour faire respecter les droits humains dans un contexte aussi difficile. Néanmoins, les temps de traitement qui se rallongent
et que l'administration de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti essaie de faire baisser, ont apparu avec des problèmes de local depuis la désaffectation forcée des locaux de l'instance au bas d'Elma que vous connaissez tous. Le personnel a baissé, ce qui nuit considérablement au temps de traitement, ce qui a déjà été dit. Par contre, les efforts sont entrepris pour que l'instance de contrôle de supervision et des recommandations au sein de la police nationale d'Haïti trouve un nouveau local à Tabar qui est en train d'être restauré pour être adéquatement logé. Parallèlement, elle a également défini dans son plan d'action stratégique et entrepris des procédures de recrutement de personnel qualifié. Avant l'arrivée des autres membres de la GSF, l'inspection générale se propose donc de faciliter aux côtés du commandement, du haut commandement de la police nationale, les démarches pour encadrer le comportement des policiers dans la mission qu'ils poursuivent et reste disponible pour continuer à travailler avec les organismes de droits humains et tout autre partenaire impliqué dans l'observation des violations possibles dans les opérations pour un passage à l'ordre et un séjour de la paix dans les meilleures conditions possibles de respect des droits humains et de minimisation des dommages collatéraux. Merci. C'est juste cela. Les propos de l'inspecteur général en chef et d'autres éléments interviendront au cours des échanges. Merci. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Enfin, nous allons recevoir l'intervention du représentant des forces armées d'Haïti. Nous avons une force armée d'Haïti qui se relève. Alors, nous allons regarder de son côté qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas concevoir la sécurité sans les forces armées d'Haïti. Nous ne sommes pas experts. Mais nous savons pertinemment quand la police est dépassée par une situation, il revient aux forces armées d'Haïti d'assurer le relais. C'est pourquoi on a la force de répression des gangs, bien sûr, pour épauler la police nationale d'Haïti. Donc, sur ce, j'invite le général Jean-Robert Gabriel à prendre la parole pour présenter les efforts des forces armées d'Haïti dans le cadre de l'application de la résolution 2793 qui vise à apporter des éléments de réponse aux problèmes sécuritaires du pays. Mais toujours, notez ceci, il revient aux instances nationales, à nous de trouver des éléments de réponse, des éléments durables à ce problème de sécurité. Monsieur le Général, vous avez la parole. Ok, merci Monsieur Gideon. Personnalité ici présente, je vais vous présenter l'application de la résolution 2793 vue à travers le prisme des forces armées d'Haïti. Le mandat 2793 est le rôle garanti des forces armées d'Haïti. La résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 30 septembre de l'année courante, marque un tournant majeur dans une perspective de sortie de crise. En transformant la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force de répression des gangs dotée de mandats offensifs, l'institution onusienne vise le rétablissement de l'ordre républicain et la création des conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles. Les forces armées d'Haïti
perçoivent cette action internationale non comme une délégation de souveraineté, mais une opportunité stratégique de consolidation institutionnelle. Le rôle des Forces armées d'Haïti est d'agir comme le garant de la souveraineté nationale et d'assurer que l'action internationale s'inscrive dans une logique de renforcement pérenne des capacités haïtiennes, d'assurer que l'action internationale s'inscrive dans une logique de renforcement pérenne des capacités haïtiennes. État des lieux et positionnement stratégique des Forces armées d'Haïti. Aujourd'hui, les Forces armées d'Haïti se trouvent dans une phase de reconstruction et de redéploiement progressif. Elles s'efforcent de renforcer leur présence sur le territoire national tout en consolidant leur capacité institutionnelle. Les unités opérationnelles sont engagées dans la sécurisation des infrastructures stratégiques et des corridors logistiques. Sur le plan organisationnel, l'institution s'attache à rétablir la discipline et une doctrine adaptée, en mettant l'accent sur la coopération interinstitutionnelle et l'appui civilo-militaire. Cet effort se décline en deux volets, discipline militaire et doctrine adaptée. La discipline militaire, restauration de la rigueur, du respect de la hiérarchie et du contrôle interne, aux fins de garantir crédibilité et efficacité. Une doctrine adaptée, intégration des principes modernes de sécurité humaine, le principe de proportionnalité dans l'usage de la force et la flexibilité face aux menaces asymétriques, notamment en milieu urbain. Les efforts de formation se concentrent particulièrement sur l'interopérabilité avec la police nationale d'Haïti et les partenaires internationaux, notamment dans les domaines de renseignement, des opérations urbaines et de la protection des civils. Contrainte majeure et besoin critique pour la montée en puissance. Malgré les efforts de reconstruction et de redéploiement, plusieurs contraintes structurelles majeures persistent, limitant la pleine efficacité des forces armées d'Haïti et exigeant un soutien ciblé des partenaires. Déficit en mobilité, manque criant de moyens de mobilité terrestre, aérienne et maritime. Ces mandats relèvent pour le moment de la PNH. Armement lourd, absence d'armement lourd, mitrailleuses, blindées, artillerie, drones, etc. Ce qui limite la capacité de dissuasion et de riposte nécessaires face à des gangs lourdement armés. Déficit logistique. Un manque logistique accru affecte directement la fluidité ou la facilité des opérations
et la disponibilité des ressources sur le terrain. Infrastructure. Besoin urgent d'infrastructures, de casernement et de formation du personnel, personnel officier, personnel de troupes. Ce qui est essentiel pour garantir la montée en puissance et la pérennité des capacités nationales. Les forces armées d'Haïti face à la force de répression des gangs. Articulation des priorités opérationnelles. La FRG est actuellement en phase de mise en œuvre et ses premiers déploiements devraient se concentrer sur les axes routiers critiques et les infrastructures stratégiques. Les défis subsistent autour du chevauchement des mandats et de règles d'engagement. Mais la direction stratégique des forces armées d'Haïti est clairement définie par une approche échelonnée et progressive. Le court terme, stabilisation et renseignement. Dans l'immédiat, les priorités opérationnelles des forces armées d'Haïti se concentrent sur l'appui à l'effort de sécurité. Il s'agit de stabiliser les couloirs vitaux du pays pour rétablir la circulation des personnes et la circulation des biens. Cet effort passe par un appui direct aux opérations de neutralisation ciblées menées contre les gangs armés. Un volet crucial est la contribution active à la cartographie des menaces par la production de renseignements actualisés, indispensable pour orienter les actions de la FRG et des forces nationales. Le moyen et le long terme. Réduction de la dépendance et pérennité. Au-delà de l'urgence opérationnelle, les forces armées d'Haïti visent un renforcement structurel pour le long terme. À moyen terme, l'objectif principal est de renforcer les capacités organiques de l'institution afin de réduire progressivement la dépendance vis-à-vis des forces internationales. Cela implique l'intégration des équipements et des doctrines nécessaires pour opérer de manière autonome. À long terme, l'objectif est clair: assurer une transition progressive vers une sécurité pleinement assurée par les institutions haïtiennes, avec les FADH et la PNH en première ligne, en tant que pilier essentiel de la stabilité nationale. Conclusion et appel à la synergie. En définitive, la résolution 2793 est un levier de consolidation de l'État et de protection des citoyens. Les forces armées d'Haïti, en assumant pleinement leur rôle de garant de la sécurité et de la légitimité nationale, peuvent transformer ce mandat international en une réelle opportunité. Les forces armées d'Haïti réaffirment leur engagement à collaborer étroitement avec la police nationale d'Haïti, avec le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, avec la force de répression des gangs et l'ensemble des partenaires pour traduire ce mandat en résultats concrets.
La table sectorielle devient donc un espace privilégié pour construire cette vision commune et assurer une stratégie partagée au service de la paix et de la stabilité en Haïti. Merci. Merci, Général Jean-Robert Gabriel, pour cet exposé. Nous venons de suivre tour à tour la présentation, l'exposé de chaque institution nationale et internationale chargée d'appliquer la résolution 2793. Je salue en passant le représentant de l'ambassade de France qui est là, le deuxième conseiller, M. Olivier. M. Olivier, bonjour. La France est un partenaire important de nos institutions de sécurité, la police et l'armée, que ce soit à travers son appui directement à la police ou encore via l'Union européenne. Et maintenant, nous allons passer à la seconde phase, à savoir les échanges. Comme souligné dans le programme, dans un premier temps, nous a permis à ces institutions d'exposer leurs actions. Maintenant, nous allons échanger, que ce soit à travers les éléments d'éclairage de nos experts, je salue en passant M. Pierre-Antoine Louis qui est là, ou encore les acteurs judiciaires, qui jouent un rôle très important dans ce processus. On ne peut pas concevoir la sécurité en dehors des acteurs judiciaires. Nous avons aussi M. Faubert de l'Institut Macaya, c'est le secteur privé, qui est là, à nos partenaires du secteur des droits humains. Donc, nous allons échanger autour de la résolution, mais ce qui est important ici, c'est de permettre une meilleure compréhension de cette résolution afin que chaque acteur puisse intervenir, échanger, mais toujours dans l'idée de trouver des solutions durables à ce problème, car, je rappelle, il revient aux Haïtiens de résoudre le problème. Donc, pour nous rattraper un peu, puisqu'on est un peu bousculé par le temps, en même temps qu'on fait les échanges, on va permettre, on va reprendre justement de vous déplacer discrètement. On donne la parole à Pierre-Antoine Louis. Merci, Pierre-Antoine Louis. Joël. Oh, Samuel, viens pour faciliter. Viens, Samuel. Pour partager le micro. Merci. Je me lève en premier, parce que ça fait partie des droits de l'homme, hein, le droit à l'alimentation. N'est-ce pas, commissaire? Voilà. Oh, je salue Timogène du CSPJ, maître Timogène, notre représentant au CSPJ. Monsieur le général de brigade Gabriel, je vous salue militairement, représentant des forces armées d'Haïti, successeur régalien de l'armée indigène du généralissimo Jean-Jacques Dessalines, père fondateur par excellence de cette grande république. Je salue également le représentant de la police nationale d'Haïti. Je salue la présence du doyen du tribunal civil de première instance de mon pays, du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de mon pays. Je salue les compatriotes ici réunis. And I'd like to say a word of thanks and welcome to our friends from Jamaica, from the other side of the channel, between the great Republic of Haiti, the first black republic in the world, and Jamaica. I'd like to send a word of thanks to our Kenyan brothers from the mother continent that we in Haiti know as Guinea. I am an intellectual, a former member of the United Nations. I managed 3 UNDP democratic governance projects.
I've been a member of peacekeeping operations in Kosovo. I was kidnapped by rebels in Sierra Leone. I was special assistant to the deputy SRSG in Ivory Coast. Une façon de dire aux compatriotes, pour que les étrangers comprennent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui maîtrise le contexte international. And believe it or not, I was political officer at the US Embassy in Haiti after the earthquake. Oh, I was a US Marine. Donc, j'étais un membre des US Marines et diplomate américain à l'ambassade, premier diplomate américain affecté ici après le tremblement de terre. Cependant, je suis haïtien. Haïtien à part entière qui aime son pays. Je représente les intellectuels de ce pays. Et nous voudrions que nos amis comprennent la nécessité pour nous, Haïtiens, d'haïtianiser la sécurité de ce pays. Il n'est pas possible de rétablir l'autorité de l'État. Je dis bien l'autorité de l'État. Je ne parle pas du rétablissement de la sécurité. Le rétablissement de la sécurité passe d'abord par une gouvernance nettement améliorée de cette République. Nous, Haïtiens, surtout les intellectuels, savons que nous sommes responsables de la sécurité de ce pays. Nous sommes responsables de la gouvernance de ce pays. Nous savons que le problème fondamental de ce pays, c'est que ce pays n'est plus gouverné. L'État est capturé par des groupes mafieux et associé à une cabale de mondialistes internationaux. Et cette cabale internationale s'est accaparée de l'État haïtien, s'est substituée à l'État haïtien. Nous en sommes conscients. Et nous sommes conscients de notre responsabilité de relever l'État haïtien. Et nous, puisque les intellectuels ont la responsabilité de réfléchir, de cogiter, de pondérer et de proposer pour la République, nous nous estimons partie prenante dans cette nécessité de reprise de la souveraineté nationale. Nous estimons que ce pays, vieux de 222 ans, en l'an 222e de l'indépendance, selon la doctrine dessalinienne et le précurseur de l'indépendance, le généralissimo, gouverneur de la colonie, de l'ex-colonie de Saint-Domingue, Toussaint Louverture, nous voudrions que le monde sache que la mainmise internationale sur la République d'Haïti termine. Et la fin de cette mainmise consacrera le début de la reprise de la souveraineté de ce pays. Il ne peut y avoir de gouvernance saine, rationnelle, compétente de ce pays si un ambassadeur étranger se permet d'adresser un WhatsApp à un conseiller présidentiel pour le menacer. C'est une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Nous, intellectuels haïtiens, sommes consternés par le traitement du conseiller président Fritz-Alphonse Jean. Personnellement, je dispose de différends avec M. Jean. Cependant, il représente la présidence de cette grande nation. Haïti demeure le pays le plus important du 19e siècle. Et je rappelle à la France que du 17 août 1791 au 18 novembre 1803,
la bataille fut consacrée et Haïti vainquit Napoléon Bonaparte. L'esclavage est terminé. La devise initiale de ce pays est liberté ou la mort. Nous, les intellectuels de ce pays, voudrions, voulons expliquer à la communauté internationale que dès cet instant, nous reprenons en main le destin de ce pays. Nous reconnaissons la valeur des forces armées d'Haïti, successeurs de l'armée indigène. Nous reconnaissons qu'Haïti fut la puissance politique et militaire par excellence du 19e siècle, certainement les 3 premières décennies du 19e siècle. C'est pourquoi Simon Bolivar, venant de la Jamaïque, arriva en Haïti en 1815, sollicitant le concours de cette grande république pour libérer la grande Colombie. C'est pourquoi aussi, en 1844, non, d'abord en 1805, le généralissimo Jean-Jacques Dessalines s'investit à la partie espagnole de l'île d'Haïti pour poursuivre la dernière garnison néocoloniale jusqu'aux portes de Santo Domingo. Donc, je voudrais rassurer les partenaires internationaux. Et nous vous demandons qu'à la prochaine réunion de cette table sectorielle, tout en remerciant le jeune, talentueux Gédéon Jean, du CAD, et ses coéquipiers, qu'à la prochaine réunion, les étrangers voudront bien occuper le bas de la salle pour mettre les Haïtiens au devant de la scène. Car, et je termine sur ce propos, pour ceux qui se sentent mal à l'aise, je n'ai aucune excuse à vous donner. Je suis dans mon pays, citoyen libre de mon pays. Il ne peut y avoir de succès de la coopération internationale, il s'agit bien de la coopération internationale dont je suis un expert, pour avoir travaillé aux Nations Unies de 1998 à 2009. Et avocat inscrit au barreau de New York et ancien diplomate américain. Fils de ce pays, né le 7 avril 1962, qui correspond à la date de l'assassinat de Toussaint Louverture au fort de Joux dans le Jura. Que le problème fondamental en Haïti, nous intellectuels le savons, c'est le problème de gouvernance. Désormais, Haïti va être bien gouverné. C'est la dernière transition dans ce pays. Haïti va reprendre ses droits. Et la fierté des forces armées d'Haïti et le gêne que mon général ressent sera dissipé. Le gêne que la jeune lieutenant ressent en cet instant précis de n'avoir pas les armes offensives, les armements lourds pour rétablir la sécurité face aux brebis haïtiennes égarées. Nous les intellectuels, nous ressentons votre inconfort. Nous partageons vos douleurs. Nous ressentons dans notre chair ce qui vous ronge. Nous apprécions les sacrifices de la police nationale d'Haïti. Les sacrifices personnels. Et nous vous assurons, nous les intellectuels, dignes héritiers de Baron de Vasté, de Beauboin-Ardouin, de Wilner-No, de Dantes Bellegarde, de Jean Presmas, nous apprécions que nous avons le devoir d'assumer la vocation de l'élite
dont Jean Price-Mars parla dans sa série de lectures de 1917 consacrée dans son ouvrage éponyme de 1919. Nous apprécions l'analyse du général français Pamphile de Lacroix, qui disait dans ses mémoires un propos repris par Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte avait compris dans ses mémoires à Sainte-Hélène qu'il avait mal compris Toussaint Louverture, que si la France avait bien compris Toussaint Louverture, beaucoup de sang qui coulait à Saint-Domingue n'aurait pas coulé. Tout autant que les Français acceptèrent que la France, que la République d'Haïti devienne cette République qu'elle est aujourd'hui. De ce fait, vous, étrangers, devez savoir qu'Haïti n'est pas un terrain conquis. Haïti est une république fière. La plus grande nation des Amériques n'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est Haïti. Tout simplement, nous avons des vocations différentes. Aucun pays sur la terre ne peut se targuer d'être le garant de la liberté que représente Haïti. Et nous vous demandons, nous intellectuels, de vous écarter un peu. Nous acceptons qu'Haïti n'existe pas en autarcie. Que tous les pays du monde peuvent à un moment donné avoir besoin de solidarité. Et c'est de cela que nous demandons. Et si vous refusez de vous mettre de côté, nous allons assumer notre droit et notre devoir de reprendre notre dignité. Et ce faisant, nous, intellectuels de ce pays, n'avons pas peur d'être abandonnés par la communauté internationale. La force de répression des gangs ne saurait avoir du succès sans une stratégie nationale haïtienne, telle que tracée par le général de brigade Gabriel et par le représentant de la police nationale d'Haïti. Et je suis fier de vous, les intellectuels sont fiers de vous, que vous avez compris la responsabilité qui est la vôtre. Et très prochainement, cette République vous dotera de ce qu'il vous faut pour que vous rétablissiez l'autorité de l'État. Ce pays n'a pas été attaqué par des étrangers. Les brebis égarés qui sèment le terrorisme sont nos frères, sont nos cousins. La République n'est pas en guerre contre ces brebis égarés, mais la République doit les rappeler à l'ordre. Et cela ne peut pas se faire avec les épées étrangères.